Carole Fréchette, ces mois-ci, en fait, de l'automne 2006 au printemps 2007, vos pièces de théâtre auront été jouées à Paris, Vienne, Tokyo, Fort-de-France, Reykjavik et Lisbonne. Alors, jusqu'à quel point est-ce que le Centre d'essai des auteurs dramatiques a été complice du succès de votre carrière internationale? Il a été très complice, il a été très important. Ça a commencé, je dirais, avec les Quatre Morts de Marie. La première lecture des Quatre Morts de Marie a été organisée par le CEAD, je pense que c'était en 91. Ensuite, il y en a eu une autre en 93 pendant le Festival de théâtre des Amériques, qui était dans le cadre d'un événement qui s'appelait Quatre mondes en lecture, où l'idée était de mettre en lecture 4 textes de nouvelles voix et d'inviter des metteurs en scène étrangers, justement pour les intéresser particulièrement à ces nouvelles voix. Et donc, il y a eu une lecture au Théâtre de Katsu en 93 dans le cadre du Festival des Amériques. Et je dirais que c'est là que ça a commencé, parce qu'il y avait des metteurs en scène français, belges, qui étaient dans la salle, qui sont venus me manifester leur intérêt après. Moi, j'étais très surprise. Moi-même, j'avais écrit cette pièce depuis déjà 2 ans. J'arrivais pas trop à la faire jouer ici, et que tout à coup, je sente de l'intérêt. Ça m'a beaucoup motivée. Et donc, après, je suis allée en France, j'ai rencontré ces gens-là, et de fil en aiguille, je disais que ça a été un peu la petite étincelle qui a allumé ce feu aujourd'hui. Et de fil en aiguille, la Quatre Morts de Marie a été créée finalement en 98 à Paris, et puis a été créée en même temps à Montréal. Donc, au fond, et c'est aussi par le CEAD que Martin Fauché, metteur en scène de Montréal, a connu la pièce. Donc, on peut dire que le CEAD a joué un rôle primordial, c'est certain, dans le fait que mes pièces ont été disponibles et diffusées. Et ça, c'est à partir de 1993. Oui. Alors que vous aviez déjà une carrière de comédienne et d'auteur de théâtre, comme vous aviez été dans les années 80 au Théâtre des Cuisines. Oui. Donc, co-auteur de pièces qui avaient quand même marqué leur époque, oui. comme Maman travaille pas, elle a trop d'ouvrages. Mais est-ce que vous vous considériez jusqu'à ce moment-là comme une auteure de théâtre? Non. Moi, j'ai d'abord étudié comme comédienne dans les années 70 à l'École nationale de théâtre, puis après, je suis sortie en 73, et c'était la grande époque de la création collective. Et là, j'ai fait partie, à partir de 74, du Théâtre des Cuisines. Moi, je faisais partie de ce grand mouvement de cette époque-là. À la fois, c'était l'éveil de conscience des femmes, puis aussi un mouvement social, aussi avec des préoccupations sociales. Et maintenant, avec le recul, je me rends compte que peut-être j'avais une mentalité d'auteur, que j'étais au fond un auteur, mais je me percevais pas du tout comme auteur à cette époque-là. Bon, on écrivait nos spectacles ensemble au Théâtre des Cuisines, et c'est comme ça que j'ai écrit mes premières scènes. Disons, on se partageait, on faisait un canevas tout ensemble, puis après on se partageait le travail. Et moi, c'est là que je me suis rendu compte que j'aimais bien cette partie du travail. Puis après, quand l'aventure du Théâtre des Cuisines a été finie, en 81, je me sentais un peu, ça a été comme un tournant important pour moi, où j'ai eu à me poser la question, qu'est-ce que je fais maintenant? J'avais l'impression de plus avoir de famille, de pas être vraiment dans le milieu théâtral, parce qu'on avait joué plutôt en dehors des réseaux professionnels et tout ça. Je me sentais un peu orpheline d'une certaine façon, mais avec une seule conviction, c'était que je voulais plutôt écrire que jouer. Et donc, j'ai un peu, je dirais pas que j'ai recommencé, parce que mon expérience du théâtre de cuisine était très pertinente, mais je suis allée à l'UQAM, j'ai fait une maîtrise en théâtre, j'ai écrit ma première pièce qui a été mon mémoire de maîtrise, qui était Baby Blues. Et c'est à ce moment-là, avec Baby Blues dans mes mains, que je suis venue frapper au CEAD pour la première fois. Est-ce que vous aviez quand même suivi, depuis déjà une quinzaine d'années, le travail du CEAD? Qu'est-ce que ça représentait pour vous comme organisme à ce moment-là, quand vous avez fait cette première démarche, donc 91 à peu près? Oui, un peu avant. En fait, ça devait être en 87-88 que je suis venue au CEAD avec Baby Blues, qui était ma première pièce. Oui, je connaissais la réputation du CEAD. C'était pour moi, je me rappelle, c'était une chose que j'espérais beaucoup pouvoir en faire partie. La première fois que je suis venue, en fait, j'avais rencontré Linda Gaborio, qui était à ce moment-là responsable de la dramaturgie, ce poste qui a été occupé après par Diane Pavlovic et après par d'autres personnes, entre-temps par Lorraine Hébert aussi, mais moi, la première personne que j'ai vue, c'est Linda Gaborio, et franchement, je me rappelle que j'avais l'impression de jouer quelque chose de très important là.
que son opinion sur ma pièce allait être tellement déterminante. Bon, finalement, après, ça a été Lorraine Hébert qui a pris tout de suite la relève. C'est elle qui m'a proposé une lecture publique de Baby Blues et de devenir membre du CEAD. Et donc, depuis ce temps-là, je suis là. Vous êtes là et vous avez été beaucoup là comme présidente aussi de 94 à 98, ce qui est un très long mandat. Un mandat coloré par quel type d'atmosphère et de défis, d'après ce que vos souvenirs? Donc, moi, quand je suis arrivée à la présidence, le CEAD sortait d'une espèce de crise. On a dû, peut-être d'autres vous ont parlé de cette époque-là. Il y a eu, comme dans les associations qui sont, comme le CEAD, des associations avec un membership et tout, c'est normal qu'il y ait à certaines périodes des tensions. Et il y avait eu une crise, je dirais, au CEAD qui tournait autour de la participation des membres aux décisions, la représentativité, etc. Et donc, ça a éclaté à un moment donné à une assemblée générale. Et à cette assemblée générale, on a décidé de mettre à plat, au fond, toute la structure, de regarder. Donc, on a fait une espèce de grande année d'études où il y a eu très peu de choses qui se sont faites. Le CEAD a continué minimalement ses activités, mais c'était pas une année très vivante au point de vue des activités. Mais par contre, on étudiait, on s'observait. Et moi, je suis entrée au conseil d'administration pendant cette année-là. Et puis, à la fin de cette année d'études, je dirais, là, on s'est donné des nouvelles règles de jeu. Et c'est là que je suis devenue présidente. Donc, au fond, moi, j'avais un peu la mission de remettre le CEAD sur ses rails, de relancer l'association, mais avec en tête ces nouvelles règles, en étant très vigilante sur la question de la participation constante des membres à toutes les décisions, enfin à travers le conseil d'administration, bien sûr. Et donc, et aussi le conseil d'administration et moi, on a embauché à ce moment-là Jacques Vézina, qui a été le directeur artistique, le directeur général, et Diane Pavlovic comme conseillère dramaturgique. Donc, c'était une équipe très forte avec 2 personnes qui sont des gens réputés dans la communauté pour leurs idées, des gens qui ont une vision. Et avec cette équipe-là et avec le conseil, bon, ben, c'est ce qu'on a fait. On a remis un peu le centre en marche. On a développé beaucoup. On a développé les liens avec l'international qui existaient déjà, mais bon, on a ouvert sur d'autres pays alors qu'avant c'était plutôt vis-à-vis de la France. On a créé les résidences d'écriture. J'imagine que Diane Pavlovic vous a parlé de ça. On a fait en sorte qu'on a remis et donné un essor nouveau, je dirais, à l'association. Et voilà. Puis donc je suis restée 5 ans à la présidence, puis une année avant au conseil, puis une année après au conseil. Là je considérais que ça allait. J'avais beaucoup reçu et beaucoup donné aussi. C'est certain que c'est un engagement qui est très exigeant, mais en même temps, ça m'a beaucoup apporté. Moi, quand je suis rentrée au CEAD en 95, j'étais relativement nouvelle dans le monde des auteurs. Ça m'a permis de connaître bien ce monde-là, de rencontrer les auteurs, d'avoir des débats passionnants avec eux. Et puis, quand je suis ressortie donc en 2000, j'étais rendue ailleurs. Bon, mes pièces commençaient à être jouées beaucoup plus à l'étranger et tout. Donc, j'ai fait tout ce chemin, disons, main dans la main avec le CEAD. Comme présidente, mais aussi à travers certaines des activités du CEAD. J'ai vu que vous aviez été en résidence en Europe, en France, par exemple, en même temps qu'au HJ Mouawad. Alors, qu'est-ce que c'était exactement comme expérience, justement, que ces résidences assez longues en France, par exemple? Oui, là, ça, c'était en 97. Il y avait un théâtre à Paris qui s'appelle le Théâtre artistique AT20 qui était en lien avec le CEAD et qui avait eu cette idée d'inviter 2 auteurs en résidence pour 2 mois. Donc, des résidences, il y en a de toutes les formes. Il y a des résidences qui sont des résidences d'écriture où des auteurs, un groupe d'auteurs se réunissent un peu, c'est comme une retraite un peu pour des auteurs. Mais cette résidence-là était plus une résidence, disons, où on vit la vie de ce théâtre-là pendant quelques mois. Et ils avaient choisi Wajdi Mouawad et moi. Et donc, on a passé ensemble 2 mois à Paris. On avait, bon, chacun nos logements, nos activités et tout. Mais on a donné tous les 2 des ateliers de théâtre
à des gens du quartier, à des gens des lycées environnants, etc. On a fait des lectures publiques, on a suivi l'activité du théâtre. Et bien sûr, ça nous a donné à tous les deux une visibilité fantastique en France, c'est-à-dire que des gens sont venus voir nos lectures, etc. Et moi, ça a été très, très important pour moi parce que c'est pendant cette résidence que j'ai rencontré, entre autres, Catherine Anne qui avait sa compagnie de théâtre, qui est elle aussi auteure mais metteur en scène. Et c'est là qu'elle m'a proposé de monter les 4 Morts de Marie. Et à partir des 4 Morts de Marie, il y a eu tout un mouvement, disons, qui s'est créé en France. Oui. Et plus récemment, un autre voyage au Liban, cette fois, là aussi en résidence, vous a permis de créer carrément une pièce. Oui. Ça, c'est une autre forme de résidence aussi. Cette fois-là, c'était une résidence voyage, je dirais, une résidence qui était organisée par le Festival de Limoges, le Festival de théâtre des Francophonies à Limoges, et un autre organisme qui s'appelle Wallonie, je ne me rappelle plus, Québec-Wallonie, non pas Québec, mais France-Wallonie. Et donc, ils avaient décidé d'inviter 9 auteurs de la francophonie à passer ensemble un mois au Liban. Et donc, c'est ce que nous avons fait. Et à l'issue de ce voyage, nous devions tous écrire une pièce sur le thème des frontières, inspirée par notre séjour. Donc ça, c'était aussi une expérience très particulière. Et à la suite de ça, comme on a trouvé l'expérience si forte, c'était la première fois que ça se faisait. En général, au Festival de Limoges, on recevait des auteurs des pays du Sud, par exemple, en résidence. Mais cette fois, de déplacer des auteurs tous ensemble et de les faire voyager dans un pays du Sud, c'était la première fois que ça se faisait comme ça. Et à l'issue de ça, on a été tellement emballés par l'expérience et aussi émus, je dirais, par cette expérience-là, qu'on a fondé une association qui s'appelle Écriture vagabonde et qui aujourd'hui existe depuis 2000 et qui continue d'organiser des voyages comme ça pour d'autres auteurs à travers le monde. Mais ça, ce n'est pas organisé par le CEAD particulièrement. Non. Cela dit, la pièce que vous avez écrite au Liban, Le Collier d'Hélène, vous l'avez fait lire aussi en lecture publique au CEAD. Oui. Alors ça, ce rôle dans votre carrière à vous, des lectures publiques, vos pièces ont toujours été lues comme ça. Ce premier contact avec un premier public de vos pièces, est-ce que ça a été pour vous déterminant? Est-ce que ça vous a vraiment aidé à écrire, à réécrire, à savoir dans quelle direction aller? Ou... Oui, totalement, bien sûr. Le CAD nous donne accès à des acteurs, ce qui est pour un auteur, vous savez, quand on a fini d'écrire une pièce, avant que la pièce se retrouve sur une scène, qu'on ait trouvé donc un théâtre qui veuille la monter, qui s'engage, etc., ça peut prendre encore 1 an, 1 an et demi, 2 ans, des fois plus. Et donc, ce grand privilège de pouvoir immédiatement, après avoir fini une version de la pièce, avoir accès à des acteurs qui vont le lire pour nous dans le cadre d'un atelier ou dans le cadre d'une lecture publique, sans que ce soit non nécessairement les acteurs qui le joueront un jour sur le plateau. C'est une expérience fantastique parce que ça nous permet d'entendre le texte, ça nous permet de... Les acteurs, ils posent des très, très bonnes questions sur les textes parce que nous, quand on écrit, on est souvent dans le sens général de tout ça, mais un acteur qui a incarné un personnage, il se préoccupe de son personnage et il va poser des questions très précises. Je ne comprends pas pourquoi je dis ça à ce moment-là, pourquoi je dis ça là et que j'ai dit le contraire il y a 10 pages. Et ça, c'est des questions extrêmement précieuses pour nous qui nous permettent de réfléchir, de revenir sur notre texte et tout. Donc moi, j'ai eu droit à ça plusieurs fois pour Simon Labrosse, pour les 4 Morts de Marie, pour Jean et Béatrice, il y a eu Puis des fois, c'est des ateliers publics, des fois, c'est des ateliers semi-publics où on travaille en petit comité, puis à la fin, on invite quelques personnes. Mais ça dépend de ce dont on a besoin. Il y a ça aussi. Le CAD, c'est très flexible et on peut demander, on peut penser à une formule qui nous convient le mieux en fonction de la pièce qu'on a écrite, là où on en est par rapport à cette pièce-là, si on a envie que ce soit public ou non, etc. Est-ce que, d'après vous, les jeunes auteurs ou les auteurs qui arrivent à l'écriture maintenant et qui ont besoin du CEAD ont, au fond, les mêmes besoins que vous en 88, 89? Ou est-ce que le CEAD devra s'adapter, justement, par souplesse à un nouveau portrait, un peu, à de nouvelles générations d'auteurs? Ah, ça, c'est difficile à dire pour moi parce que
C'est vrai que là, je suis moins dans le quotidien du CEAD, mais j'ai l'impression que fondamentalement, ce sont les mêmes besoins. Ils ont les mêmes besoins, les jeunes. C'est-à-dire, tout le monde qui écrit a besoin de confronter son texte. Et si on regarde à quel point ils sont avides de commentaires, bon, c'est très précieux. Au début, les premiers commentaires qu'on a, les premiers lecteurs, c'est extrêmement précieux. Et ça prend une importance. Des fois, quand j'y pense, à toute l'importance que j'accordais à ce que Linda allait me dire, ou Lorraine Hébert, je me préparais une semaine à l'avance, qu'est-ce qu'elle va me dire. C'est très précieux parce qu'on a peu au début de retour. Et ça, je pense que ça reste quand même. J'ai l'impression que peut-être c'est d'autres choses qui changent, mais peut-être pas les besoins par rapport à la dramaturgie. Et comme organisme du milieu théâtral, est-ce que le CEAD devra garder la même mission de promotion, diffusion, soutien, justement, ou devra un peu évoluer pendant les prochaines années parce qu'il y a mondialisation de la culture, oui, parce qu'il y a de nouveaux défis politiques, culturels? Comment vous le voyez, l'avenir de l'organisme? Bien, moi, je pense que les 3 missions de base, il me semble qu'elles vont rester. C'est la raison d'être de l'organisme. Je pense que, bon, comme c'est un organisme qui a 40 ans, bien sûr, il a grossi beaucoup au fil des années. Là, le membership est il est à son plus haut niveau, j'imagine, de son histoire. Je pense pas que l'objectif, ça soit que dans 10 ans, il y a encore 2 fois plus de membres. J'ai l'impression que peut-être on atteint à un moment donné un certain point dans une petite société comme la nôtre. Il n'y a pas des milliers d'auteurs de théâtre, bien entendu. Donc, pour moi, l'objectif, c'est peut-être de faire en sorte que toutes les générations peuvent vivre à l'intérieur du CEAD, que peut-être ça, c'est une réalité qui est relativement nouvelle, comme on est jeune, qu'il y a des auteurs qui ont 60 ans, 70 ans, il y en a qui ont 50 ans, et que tout ce monde-là est actif, et comment faire pour que toutes ces générations soient en dialogue à l'intérieur de l'association. Ça, c'est une chose. Puis l'autre chose, peut-être par rapport à l'ouverture sur le monde, je trouve que le CEAD est très ouvert sur le monde depuis longtemps, dans l'esprit de faire connaître, parce que un de ses objectifs, c'est de faire la promotion des textes d'auteurs d'ici. Mais moi, il me semble que peut-être dans l'avenir, peut-être qu'il y a une ouverture sur le monde aussi dans l'autre sens, de recevoir davantage. C'était ça aussi l'esprit des résidences d'écriture qui ont été mises sur pied et qui continuent, mais il me semble que c'est quelque chose qu'on doit pousser parce que aussi il y a un dynamisme, on le dit dans le théâtre québécois, donc on n'a pas juste à être demandeur, je trouve. On a aussi développé des façons de faire, des façons de travailler, des façons d'aborder le texte qu'on peut partager et on peut les donner aussi, puis donc s'ouvrir dans le sens-là, pas seulement dans le sens de promotion, mais dans le sens de réception et de faire circuler les textes d'ailleurs aussi. Vous avez en tout cas voulu partager avec une jeune auteure qui est Geneviève Billette une part importante d'une bourse très prestigieuse, oui, que vous avez reçue. Est-ce que vous avez comme auteure maintenant de la maturité avec une carrière internationale, vous sentez-vous la responsabilité justement d'aider, de tendre la main, de transférer des connaissances ou des moyens à des plus jeunes auteurs? Oui, en tout cas, c'est une chose que j'aime bien faire. Je le fais un peu parce que j'enseigne à l'École nationale de théâtre au programme d'écriture depuis 5-6 ans. Je fais ce qu'on appelle du coaching. J'accompagne des auteurs. Cette année, pour la première fois, je donne un atelier d'écriture aussi aux élèves qui sont en écriture. C'est une chose que j'aime beaucoup faire parce que je trouve que ça me permet de moi-même de réfléchir à mon métier. C'est une chose aussi que je souhaite qui existe de plus en plus au sein du CEAD, qui est toutes sortes de façons de nous mettre en contact et de nous mettre en parrainage et moi, j'aimerais, par exemple, qu'on fasse une soirée avec des auteurs plus seniors, disons, qui invitent un auteur plus jeune, qu'on fasse des lectures croisées comme ça, qu'il y ait toutes sortes de moyens d'être en contact, parce qu'il y a toutes sortes de façons aussi de redonner, je trouve. Dernière question. En oui. 12 ans de grande proximité avec le CEAD, oui, là, comme auteur et comme présidente, il y a sûrement eu des moments très marquants ou des rencontres frappantes ou des soirées complètement gâchées. Là. Si je vous demande un souvenir un peu drôle, un peu fort, est-ce qu'il y en a qui vous reviennent?
Ah là là, mon Dieu, je pourrais te dire, il y a eu un personnel, enfin, là, je parle pas de la présidente, mais de l'auteur, là, Carole Fréchette. Je me rappelle d'une lecture, la première lecture des 7 jours de Simon Labrosse dans le petit bureau de Diane avec les acteurs où on riait beaucoup, puis enfin c'était un souvenir fou pour moi. C'était comme parce que quand on écrit aussi quelque chose qui est du côté de la comédie, le fait de l'entendre pour la première fois et de entendre teinter l'humour dans une salle, c'est un moment extraordinaire. Et puis moi, je me rappelle de cet après-midi un peu fou où on riait, on riait, on riait. Donc ça, je dirais ça. C'est ça qui me vient. C'était poursuivi en soirée? Avec cette équipe-là, non, mais oui, avec quelques personnes, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Carole Fréchette.